Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons les titres sommaires de cette édition. Les 14 ministres gouverneurs des districts autonomes de la Côte d'Ivoire ont été nommés. Les deux en poste, ceux de Yamoussoukro et Abidjan, sont reconduits dans leurs fonctions. Je vous propose juste après les titres le communiqué de la présidence de la République lu par son secrétaire général, le ministre Abdourahmane Cissé. Grande opération de distribution des nouvelles cartes nationales d'identité. Une phase pilote conduite sur 3 jours dans la commune de Yopougon a connu une forte affluence, une action engagée parallèlement avec le retrait quotidien dans les centres dédiés. Et le nouveau procureur de la CPI devrait engager une enquête sur des crimes présumés de l'armée tchadienne, un dossier adressé par 4 organisations des droits de l'homme. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous partons tout de suite au palais présidentiel où le président de la République a procédé ce vendredi à la nomination des 12 nouveaux ministres gouverneurs de districts autonomes. En plus des 2 districts autonomes existants, la liste des personnalités nommées est communiquée par le ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Je vous invite à suivre ce téléma. Communiqué de la présidence de la République. Suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 18 juin 2021 à la signature d'un décret de nomination des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, M. Philippe Légré, ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, M. Pascal Abina Kwaku, ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Monsieur Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Godibois, Monsieur Louis-André Dakouri Tablé, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Madame Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, Monsieur Vincent Loès, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes, Monsieur Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra-Maraoué, Monsieur Mathieu Babo Daré, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Monsieur Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Monsieur Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome du Worouba, Monsieur Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, Monsieur Souleymane Touré, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Robert Mambé Begré, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué, fait à Abidjan le vendredi 18 juin 2021. Voilà en tout les 14 ministres-gouverneurs des districts autonomes de la Côte d'Ivoire. L'annonce de leur nomination, on le rappelle, avait été faite le 9 juin dernier au cours du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'Office national de l'état civil et de l'identification renforce son dispositif de distribution des nouvelles cartes nationales d'identité. En plus des retraits dans les centres dédiés, des opérations spéciales de distribution sont initiées pour une grande distribution de cette nouvelle carte d'identité. La phase pilote à Yopougon a permis en 3 jours à plus de 4000 personnes de rentrer en possession de leurs documents d'identification. Sidonie Davila revient sur ce point.
L'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI à pied d'œuvre pour une distribution massive des nouvelles cartes d'identité. Pendant 3 jours, du lundi au mercredi dernier, le complexe de Yopougon-Gessi Jackson a servi de cadre pour une opération spéciale à la grande satisfaction des populations. Il a égaré mon récépissé. Donc, il me suis dit que ce n'était pas possible de retirer aujourd'hui. Mais je suis venu, ça a été facile pour moi de retirer. Ils m'ont demandé ma pièce d'identité. Ça me rend heureux. Ça fait 11 ans que je cours derrière la carte. Donc aujourd'hui, c'est ma plus grande journée, ma plus grande joie de ma vie qu'elle a. À côté des personnes qui sont heureuses d'avoir reçu leur carte d'identité, celles qui le sont moins. Je suis venu voir si ils pouvaient avoir pour moi. Ils n'ont pas pu retrouver. Hier, j'étais là, ce matin, je suis là, ils ont cherché, ils n'ont pas pu retrouver, puisque je n'ai pas reçu de messages. Au cours de cette opération massive de distribution des cartes d'identité, un traitement de faveur est fait aux malades et aux femmes mariées. Oui, ça me fait plaisir, surtout que j'ai déposé. On m'a appelé pour me remettre ma carte. Je suis là depuis 8 heures. J'étais non seulement dans l'autre rang là-bas, on m'a dit que les épouses sont de l'autre côté ici. Je suis venue depuis... Je suis là jusqu'à 11 h, il est presque midi. Pourtant, je n'ai pas fait la cuisine pour mes enfants. Je suis venue depuis 7 h. Il n'y a pas de suite, on ne nous dit rien, on dit on ne voit pas. L'opération était dédiée seulement à ceux qui recevaient des SMS. Bon, les choses faisant, d'autres épouses se sont présentées à nous sans avoir reçu de message. On leur a fait comprendre que c'était seulement ceux qui étaient concernés par les SMS. Elles ont voulu patienter, on leur a fait comprendre, mais elles n'ont pas voulu partir. Donc voilà. C'est seulement elles qui ne sont pas satisfaites, je dirais. Selon le premier responsable de l'ONESI, Yopougon est la première étape d'une longue série de distribution massive de la carte d'identité. Ici, ça nous donne l'occasion de venir en renfort à cette distribution qui s'effectue dans nos centres afin de pouvoir satisfaire le maximum de populations en un temps record. Nous constatons un engouement des populations pour le retour des cartes, ce qui est d'ailleurs très satisfaisant. Nous allons démultiplier ce type d'opération sur tout le territoire national. Au cours de cette phase pilote, plus de 4000 cartes ont été retirées dans la plus grande commune d'Abidjan. Voilà, et cette opération s'étendra aux autres communes de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, des experts de l'UEMOA sont réunis à Yamoussoukro depuis mercredi dernier. Ils évaluent, dans le cadre du programme économique régional, le projet d'autoroute devant relier Yamoussoukro et Ouagadougou, la capitale burkinabé. Ce programme comprend aussi un projet d'aménagement du corridor de l'axe Abidjan, Ouagadougou, Bamako. Jean-Jacques Kwame nous rappelle les points de cette réunion. 1200 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. À cela, il faut ajouter l'aménagement des corridors Abidjan-Ouagadougou-Bamako. Ces infrastructures lancées par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, sous la supervision de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, avancent. Le taux d'exécution des travaux, selon l'UEMOA, est au-dessus de la moyenne. En termes de travaux, c'est principalement en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a 2 tronçons qui sont en travaux. Il y a la section Yamoussoukro-Tibissou qui tourne autour de 75-80%. Et il y a le tronçon Tibissou-Bouaké. Maintenant, en ce qui concerne les études, ça concerne tous les États. On a un niveau d'exécution aujourd'hui qui est autour de 85%. C'est pour avoir une idée précise de l'état d'avancement des travaux, la mobilisation des financements et trouver des solutions au blocage que se tient depuis ce mercredi à Yamoussoukro une réunion des experts du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de l'UEMOA, ainsi que des partenaires techniques et financiers du comité technique de suivi du projet. Projet dont les avantages sont énormes pour les 3 pays concernés. Nous sommes un organe de construction de l'intégration régionale. Ce projet est un instrument d'intégration régionale qui permet le contact des personnes et surtout la réalisation des affaires. Donc, transport de marchandises, transport de personnes, transport de tout ce qui est nécessaire pour que les activités économiques des 3 États soient boostées, soient améliorées du fait de la qualité des infrastructures offertes pour que ces échanges puissent se faire. En marge des travaux, la délégation va visiter les chantiers des postes de contrôle juxtaposés à la frontière nord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, précisément au village de l'Al-Reba dans le département de Ferkessédougou. Il faudra respecter le code de la route sur ces voies. Et la sécurité routière engage en Côte d'Ivoire les autorités sécuritaires et celles du transport dans une campagne de sensibilisation. Et c'est dans ce cadre que les transporteurs des gares routières de Binjarville et d'Adjamé ont été instruits sur le respect du code de la route. Abou Sanogo.
À Benjeville, le tableau en matière d'accidents de voie publique dans le premier trimestre de l'année 2021 est sombre. C'est l'information qui ressort de cette rencontre de sensibilisation. Un total de 274 victimes enregistrées au cours des accidents de la circulation. Vous allez comprendre avec moi que tous les agents qui roulent dans votre ville sont impliqués dans ces accidents-là. Les taxis compteurs, 75. Les BACA, 97. Les motos, 108. Les camions, 98. Les tricycles, 34. Malheureusement, nous dénombrons 0,8 décès. Pour limiter les risques d'accident, une campagne de sensibilisation sur les règles de sécurité routière est initiée par le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et ce sont les acteurs du monde des transports de Benjeville qui ont été à cet effet sensibilisés par le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire major Dosso Siaka. Il a invité les transporteurs de Benjeville à aider les autorités ivoiriennes à sensibiliser leurs hommes et les usagers sur le code de la route et surtout sur l'ensemble des normes assurant une sécurité routière maximale afin d'éviter les accidents de la circulation. Nous avons instruit tous les commissariats de police à l'effet d'aller vers les transporteurs pour organiser des séances de sensibilisation pour que le taux puisse baisser dans un temps record. C'est une première phase. Nous avons 1 mois et demi de sensibilisation et après, nous aurons 3 mois de répression. Les transporteurs de Benjeville, saluant cette initiative, se sont engagés à assainir leur milieu en vue de sauver des vies sur les routes. Pour ce qui est pour les accidents de la route, je pense que nous allons travailler dessus encore et encore afin que Benjeville soit véritablement l'Eldorado à Abidjan. Après Benjeville, la délégation est allée échanger avec les transporteurs de la gare routière d'Adjamé. On enregistre pour le premier trimestre de l'année 2021 dans le district d'Abidjan 6 838 accidents de la circulation, dont 4 885 avec dégâts matériels, 1895 avec dégâts corporels et 59 décès. Parlons de la promotion de la bonne gouvernance. La Cour des comptes et le ministère de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption sont sur les mêmes objectifs, conduire la politique de transparence et d'intégrité. Epiphane Zoro Bibalo, en visite dans l'institution, donc de la Cour des comptes, a dans un cadre collaboratif souhaité favoriser de bons échanges de procédés et la circulation de bonnes informations. Lancine Bakayoko. Conjuguer les efforts afin de préserver l'intégrité de la fortune publique. En se rendant à la Cour des comptes, cette importante institution de contrôle externe des finances publiques, le ministre Epiphane Zorobi a expliqué que la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance sont la clé de voûte de tout développement durable. Il est important, en tant que département ministériel en charge de la bonne gouvernance, de nous rapprocher de cette Cour en vue de regarder la synergie à établir et l'accompagnement dont nous pouvons bénéficier de la part de la Cour et de son expertise pour pouvoir asseoir cette politique de gouvernance, cette politique de redevabilité au sein des institutions publiques et parapubliques. Le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a assuré de la disponibilité de son institution à collaborer avec le gouvernement, notamment sur les questions liées à la transparence qu'implique le budget programme et surtout le PND 2021-2025. La représentation de ONU Femmes revendique l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en milieu estudiantin. Pour le renforcement de cette lutte, la campagne Génération Égalité, un programme de portée mondiale qui a pour thème les droits des femmes et un futur égalitaire, a été lancé. Evelyne Yoboué et Jean-Marc Kodjadji reviennent sur la cérémonie. Créée dans le but de promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde, ONU Femmes mène depuis des années des actions pour l'égalité du genre. Malgré ces efforts, la parité entre les femmes et les hommes reste faible. Cette année, ONU Femmes s'est donc engagée à sensibiliser tous les acteurs de la communauté universitaire. Objectif, jouer leur partition pour que l'égalité entre les genres devienne une réalité.
L'université Félix Houphouët-Boigny vient d'ouvrir ses portes pour la lutte contre l'inégalité. Le taux de participation, leur présence et leur enthousiasme nous ont vraiment encouragés et nous pouvons voir qu'ils sont très engagés sur cette question. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseniba Touré, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, encouragent ONU Femmes dans cette lutte. Notre département ministériel porte une attention particulière à l'ensemble de ces questions, notamment celle des violences basées sur le genre. C'est un devoir pour nous de venir accompagner ce mouvement, nous joindre aux jeunes filles, aux jeunes femmes que vous êtes et dire que nous sommes fermement engagés dans la dynamique irréversible pour le respect de leurs droits légitimes et non négociables. L'objectif visé au plan international est plus que louable. En effet, ce fléau est avilissant, avec des impacts négatifs sur les femmes et les filles ainsi que les enfants. Pour adresser de manière globale et inclusive cette problématique, je m'engage pour la campagne de l'égalité des hommes et des femmes. Le choix des universités pour mener cette campagne est pertinent car ces structures constituent le creuset des leaders de demain. C'est pour cette raison que j'adhère totalement à cette campagne et j'y engage toute la communauté universitaire car elle s'inscrit dans la logique de la continuité des actions et des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire à travers le chef de l'État. ONU Femmes, c'est maintenant 25 ans d'existence. Pour elle, c'est une opportunité de remobiliser le monde pour parvenir à la reconnaissance des droits des femmes et de toutes les jeunes filles. Faisons à présent le point de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires annonçait 40 nouveaux cas de Covid-19 et 24 nouvelles guérisons. Le total des cas enregistrés en Côte d'Ivoire est alors de 47 973 cas confirmés, dont 47 346 personnes guéries, 306 décès et 321 cas actifs. La campagne vaccinale à ce jour enregistre, elle, au moins 718 197 doses de vaccins anti-Covid administrées sur toute l'étendue du territoire. Les services sanitaires sont beaucoup sollicités depuis la survenue de la Covid-19 pour récompenser les efforts, surtout en matière de gestion des produits de santé. La nouvelle pharmacie de la santé publique a distingué plusieurs établissements sanitaires. On en sait davantage avec Patricia Omoitia. C'est au total une dizaine de structures sanitaires en compétition pour cette 5e édition de distinction des meilleurs établissements sanitaires publics pour la gestion des produits de santé. Les critères de sélection ont porté sur la complétude, la promptitude et la qualité des données. Le super lauréat du district sanitaire de San Pedro a remporté un chèque de 500 000 pour dotation en médicaments, un chèque de 3 millions pour réaménager la pharmacie et une prise en charge pour participer au salon pharmaceutique international. Il faut savoir que nous avons mis seulement la stratégie qu'on nous a indiquée et nos patrons, c'est dessus les directives. On dit de livrer les médicaments au dernier kilomètre, donc faire de telle sorte que la population puisse bénéficier de ces médicaments-là, faire de telle sorte que la population puisse avoir les médicaments à moins de coût, faire de telle sorte que les prescripteurs puissent comprendre que la NPSP a des médicaments sûrs, efficaces et qui sont accessibles à tous. Des prix d'encouragement ont été également décernés aux meilleurs gestionnaires de chaque programme de santé. Il faut dire aussi merci au directeur départemental de la santé, parce que sans lui, on n'aurait pas ce prix. Parce que toute fois que nous soumettons les rapports, il les autorise à temps. Selon le directeur général de la nouvelle pharmacie de santé publique, pour la gestion des produits de santé, ces établissements sanitaires publics font régulièrement l'objet d'évaluations. Ce sont des structures qui ont réussi à rapporter de façon efficace, de façon complète, de façon aussi juste ce qui se passe donc, dans leur structure de santé. Ce sont des structures aussi qui ont commandé à temps et ce sont des structures aussi qui ont entretenu un stock avec une très très bonne gestion. Représentant le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé a exprimé sa satisfaction pour ce prix qui vise à inciter les gestionnaires des pharmacies à un meilleur rapportage. Nous avons le devoir d'assurer
que le médicament soit disponible au bénéficiaire final. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans notre pays, notre système doit œuvrer pour que le médicament de qualité soit disponible à un prix supportable pour la communauté. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire a, dans le cadre de ses activités, en charge la gestion des produits de tous les programmes de santé à financement national et international dont elle assure le stockage et la distribution. Cette distinction au gestionnaire des produits des programmes santé a été instituée depuis 2017. Sans transition, passons à l'actualité politique. Elle cristallise les échanges. Elle est surtout marquée par le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo après 10 ans d'absence, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Il y a moins de 3 mois, l'ancien président ivoirien est rentré au pays et face aux militants et sympathisants de son parti, le FPI, il a exprimé sa joie d'être en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la grande politique de réconciliation nationale que conduit le gouvernement, une volonté de renforcer la cohésion sociale. Alexis Ouedraogo nous propose la chronologie des actes qui ont marqué ce processus de réconciliation nationale. C'est le dossier politique, on regarde. Laurent Gbagbo est de retour. Acquitté par la Cour pénale internationale, il regagne Abidjan ce jeudi. Face à lui, un État résolument engagé à bâtir une nation avec tous ses fils. Tout part d'une décision, celle du chef de l'État Alassane Ouattara d'impulser une dynamique nouvelle au processus de réconciliation nationale. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Une décision saluée dès les premières heures par les populations qui y voient un coup d'accélérateur à l'unité nationale. Avec elle, Charles Blé Goudé, président du COJEP. Je voudrais saluer cette décision du chef de l'État ivoirien qui, à n'en point douté, participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Sur le terrain, les choses ne se font pas attendre. Le 30 avril, à la primature, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, reçoit la plateforme EDS. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Dans la foulée, le ministère de la Réconciliation nationale mis sur pied tourne à plein régime. Plusieurs personnalités longtemps restées en exil et rassurées par les engagements du chef de l'État pressent à la porte. Il était de notre devoir de venir exprimer notre reconnaissance au gouvernement qui a facilité ce retour. Nous sommes venus participer à ce processus qui, pour nous, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation. On a mieux que ce soit. Nous sommes tous heureux que vous soyez revenus. À commencer par le président de la République, qui lui-même a facilité tout ça. Sur la scène politique, l'on reste bien conscient de cette dynamique de réconciliation prônée dès les premières heures par Alassane Ouattara. On peut noter la mise en place de structures de réconciliation nationale, le dialogue politique et l'amnistie du 7 août 2018. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Plus de 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise de 2010, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo et les anciens ministres Lida Kouassi et Assou Adou sont concernés. L'engagement personnel du président de la République nous permet d'avancer.
et de sa position, il tire. Et il engage tout le monde. Il embarque tout le monde dans cette vision-là d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Une vision partagée par la plateforme DS. Je me réjouis du fait que ce retour se fait en collaboration avec le pouvoir actuel. Ça, c'est une bonne chose. Il faut qu'on ait une réconciliation vraie pour une paix durable. Et je pense que le moment est venu de le faire. Pour le directeur exécutif du RHDP, l'heure est à la construction de la nation. Hommes politiques que nous sommes, nous menons des combats conformément à nos convictions. Mais aujourd'hui, le combat qui vaille, c'est celui de la paix. C'est celui du renforcement de la cohésion. Donc, nous changeons de champ de bataille. Et je voudrais appeler tout le monde à s'inscrire dans ce champ de bataille pour la paix, pour la cohésion. Parce que notre pays, fort de sa diversité, sera encore plus fort lorsque nous renforcerons cette cohésion, mais quand chacun de nous, la paix, la volonté de la paix, soit une réalité. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, va plus loin. Avec la réconciliation nationale, il faut aussi embrasser le pardon. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible, mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Passer à autre chose, tourner ensemble les sombres pages du passé. La Côte d'Ivoire solidaire veut aujourd'hui se construire dans son unité retrouvée. Voilà des gestes forts qui participent à l'apaisement du climat social, du climat politique et qui contribuent aussi au renforcement de la cohésion entre les peuples. Dans la ville de Mans, pour lutter efficacement contre la malnutrition, la sous-nutrition ou la surnutrition, une installation de comité a eu lieu. Nous en parlons avec Eve Boué. La malnutrition est une réalité dans la région du Tonkpi. Plusieurs centaines de cas enregistrés dans le district sanitaire de Mans ces dernières années. Au CHR, on a eu pour l'année 2020 410 enfants qui ont été donc pris en charge. Pour 2021, jusqu'au mois de mars, puisque c'est là qu'on a fait le point, on était à environ 80 enfants. Pour les spécialistes, les causes de la malnutrition dans cette région sont dues, entre autres, aux nombreuses années de crise, la paupérisation des ménages, la méconnaissance. Quand on ne sait pas comment s'alimenter, on se nourrit comme ça et ça crée des problèmes de la sorte. Il y a un travail à faire, surtout au niveau communautaire. Voilà, parce qu'il faut sensibiliser. C'est vrai que nous, on attend que les parents viennent à l'hôpital, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse sensibiliser déjà au sein des communautés pour que les parents nourrissent bien les enfants, varier l'alimentation surtout. Pour juguler toutes ces questions au niveau régional et lutter efficacement contre la malnutrition, la sous-nutrition et la surnutrition, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE, installe ces comités régionaux qui vont être dirigés par les préfets des régions. Ainsi, les comités régionaux du Tonkpi, du Guémon et du Cavali viennent d'être installés respectivement à Mans, Diokoué et Guiglo. Le problème de la malnutrition est un problème purement rural. C'est pourquoi nous avons donc associé le corps préfectoral qui également va travailler à l'ex-sectoriel. Aussi les leaders religieux, des communautaires, les associations de femmes et de jeunes, pour qu'effectivement sur le terrain, nous expliquions à nos populations comment savoir manger. Comment manger. Il faut dire que notre pays, comme on le dit, c'est un pays vert, un pays dont le développement est fondé sur l'agriculture. C'est paradoxal qu'on parle de malnutrition. Et malheureusement, c'est une réalité. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a été créé en juin 2019. À ce jour, une douzaine de comités régionaux ont été installés sur l'étendue du territoire national.
Des comités régionaux qui devront coordonner les activités de nutrition, d'alimentation et qui devront travailler aussi au développement de la petite enfance. Dans la justice internationale, Karim Khan a succédé à Fatou Bensouda comme procureur de la Cour pénale internationale de La Haye. Parmi les premiers dossiers du nouveau procureur de la CPI, une demande d'enquête concernant le Tchad. Il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité présumés commis depuis 1 an par l'armée nationale tchadienne contre la rébellion, mais aussi contre la population civile depuis la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition. 4 organisations des droits de l'homme qui ont adressé ce dossier à la CPI espèrent des mesures de protection pour les victimes et les témoins. Les élections présidentielles en Iran se tiennent ce jour. Un peu plus de 59 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes ce 18 juin pour élire leur nouveau président. Pour une période de 4 ans, le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe de surveillance chargé de valider les candidatures et de superviser ces élections, n'avait retenu que 7 candidats et depuis 3 se sont retirés. Aujourd'hui, le candidat conservateur Ebrahim Raïssi reste le principal favori. Selon les derniers sondages, il pourrait même obtenir plus de 62% des voix dès le premier tour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 15h, le retour de l'information sur RTI 1. Je vous souhaite un excellent après-midi.